Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici au 7e travail d'Hercule. 7e travail d'Hercule qui correspond au 7e signe, le signe de la balance. Ce travail forme un couple avec le travail précédent. Ce 6e et ce 7e travail sont vraiment la première et la deuxième partie du même travail. Ce qu'Hercule a commencé à travailler donc avec la reine des Amazones, Hippolytée, qu'il a tuée et qu'il a racheté après en sauvant Hésione, eh bien ce travail de recherche d'équilibre entre deux excès, il va le poursuivre maintenant dans le 7e travail et on va le trouver, ce pauvre Hercule, à la recherche de l'équilibre entre ces excès, entre la dualité, en proie aux polarités et comment réussir à équilibrer donc les polarités du plus et du moins. Cet équilibre, il va devoir le trouver, mais ça ne correspondra surtout pas à un équilibre figé. C'est fluide, c'est vivant, c'est quelque chose qui est sans arrêt en mouvement. Le signe de la balance est un signe très intéressant au niveau astrologique. C'est par exemple le seul signe astrologique qui ne soit représenté ni par un humain, ni par un animal. C'est le seul signe astrologique symbolisé par un objet. C'est-à-dire qu'il a une place tout à fait spéciale, il a une place un petit peu neutre au milieu du zodiaque. C'est une place de bascule, d'où le titre de ce soir. En effet, dans le signe de la balance, c'est là que dans nos vies, on va choisir à un moment donné entre l'involution et l'évolution. Après des milliers et des milliers de vies, on a évolué, on s'est construit dans le moi. À un moment donné, on va sous-peser les différents éléments en nous, la puissance de ce qu'on perçoit peut-être être l'âme, ou la puissance de ce que l'on perçoit être la nécessité, du désir et de l'émotionnel. Et à un moment donné, on va choisir. Ou bien on choisit de continuer une vie dans l'émotionnel, dans le développement personnel, ou bien, au contraire, on choisit de changer, de basculer quelque peu sa vie et de partir sur d'autres valeurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que la balance a tout à fait donc ce symbolisme. Commençons tout de suite par la première partie de ce 7e travail d'Hercule. L'instructeur d'Hercule entend, venant de plus haut, l'instruction suivante. Il est temps de donner à Hercule maintenant un nouveau travail qui lui permette de développer un jugement sain, le sens de l'équilibre. Et en même temps, quelque chose qui va le préparer à un test majeur qui aura lieu dans le Scorpion. L'instructeur appelle Hercule et lui dit « Il est temps maintenant pour toi d'aller chercher le sanglier. » C'est un sanglier terrible, c'est un sanglier énorme, c'est pas comme ceux qu'on a maintenant, un sanglier qui a presque la taille d'un taureau ou d'un buffle, un vieux solitaire, et il se trouve sur la montagne d'Érymanthe. C'est une montagne de Grèce qui fait quand même, qui culmine à 2200 mètres, donc il y a la neige très très souvent, donc tout en haut. C'est sur le flanc de cette montagne que le sanglier vit. Mais il est épouvantable parce qu'il passe sa vie à fuir dans les champs, à tout retourner, et puis il passe partout, il dévaste absolument toutes les cultures. Dès qu'il voit un humain, il le charge, il les tue. Donc tout le monde est un peu terrorisé, donc c'est vraiment une calamité. Hercule commence à être habitué, hein. Nous aussi, les calamités en tout genre. Et donc, Hercule, s'il te plaît, va délivrer ce peuple de la présence de ce sanglier. Mais n'oublie pas de manger. C'est très très surprenant, ça, vous voyez, c'est bien la première fois qu'on dit à Hercule, vas-y, mets-toi en chemin, mais quand même, prends une petite collation avec toi, ou n'oublie pas de manger. On va voir pourquoi tout à l'heure. Hercule part donc pour Érymanthe. Sur les contreforts de la montagne, il y a une grande forêt de sapins, et il découvre que dans cette forêt de sapins vivent des centaures. Vous savez ce que c'est que des centaures? Ce sont des êtres qui sont à l'avant apparemment comme des humains, mais l'arrière est chevalesque. C'est-à-dire qu'ils ont véritablement donc un arrière-train de cheval qui sont comme ça mi-homme, mi-animal. Et puis parmi les centaures, il y en avait deux qui étaient reconnus comme des sages centaures. Ce qui est un peu bizarre, hein, ce qui était un peu une dualité, dans la mesure où le centaure était surtout connu pour sa bestialité. C'était apparemment un humain, mais il était surtout et essentiellement poussé par son côté animal. Et donc c'était vraiment des êtres très brutaux, très frustes. Et donc c'est un peu étrange de trouver presque des sages. C'était donc deux sages qui s'appelaient Pholos et Chiron. C'était des amis d'Hercule et il est très très content de les retrouver. Ils invitent Hercule à dîner avant de poursuivre son chemin. Hercule à un moment donné a soif, mais les deux amis disent on est désolé, là on n'a rien, on a prévu, on n'a que de l'eau. Et puis d'un seul coup, Pholos dit mais non, mais non, mais non, on a la barrique que les dieux nous ont donnée, la barrique de vin. Qu'est-ce que c'est que cette barrique? C'est une barrique de vin que les dieux nous donnent pour notre grande fête annuelle. C'est un vin qui ne doit être bu que lorsque tous les centaures sont réunis. Et donc au cours de cette fête annuelle, c'est à ce moment-là qu'on la boit.
Alors il commence à dire, oui, ben, on ne va pas la boire maintenant, c'est pas à nous d'entamer cette barrique. Oh, un petit verre, franchement, ça se verra pas, hein, sur la barrique, on ne voit pas le niveau. On sera juste un petit verre chacun, et puis voilà. Bon, allez, d'accord, un petit verre chacun. Il commence par boire un petit verre de ce délicieux vin. Comment tu le sens? Franchement, étonnant. Tu crois pas qu'il a un goût de revenez-y? Oui, mais alors, très peu, hein. Et Hercule, vous voyez, d'un seul coup, se met totalement à oublier sa mission, le sanglier. Tout ça, ça s'estompe. Il est là dans la chaleur, dans le bien-être. Il est avec ses copains, il boit un coup, le vin est délicieux. Là, on glisse, on est en train de basculer là, dans quelque chose. D'autant plus que pour progressivement, c'est pas un verre, deux verres, trois verres, c'est beaucoup de verres. Et tous les trois, finalement, sont complètement sous. Et ils font du bruit, et ils chantent dans la forêt. Ah, à boire, à boire, à boire. Naturellement, alertés par ces chants, par le bruit, tous les centaures de la forêt disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde vient et aperçoit le spectacle. Ces trois soi-disant sages en train de se saouler avec le vin du groupe. Donc ils n'avaient aucun droit dessus. Alors évidemment, ça les met complètement en colère. Bizarrement, ce sont les centaures les plus frustes qui font la leçon un peu aux sages, qui n'apprécient pas du tout. Et donc eux-mêmes, ça les met à leur tour en colère. Mais après tout, on y a bien droit. On n'a pas vu Hercule depuis tellement longtemps. Un vieil ami de 30 ans, c'est vous dire à quel point. Alors on a bien le droit quand même, l'amour affectif qu'on peut avoir ensemble, ça vaut bien le groupe. Puis Hercule, il ne sera pas là pour notre fête annuelle. Donc on a simplement entamé un peu le vin avant tout le monde. Non, c'est un scandale. Et ça finit en pugilat. Il faut vous dire que Hercule, quand il a appris qu'il devait aller chercher ce sanglier, se souvenait bien de ce qui s'était passé avec les Amazones. Il se souvenait très bien qu'il avait tué celle qu'il devait aimer et qu'il avait vraiment fait une grosse bêtise, qu'il l'avait racheté, mais c'était une bêtise. Alors Apollon lui avait offert un arc tout neuf avec des superbes flèches, mais il avait dit non, non, j'emporte pas, j'emporte aucune arme. Avec les Amazones, j'ai tué ce que je devais chérir, c'était une erreur, je ne dois plus tuer. C'est terminé. Et donc il a laissé toutes ses armes. Il s'est contenté d'emmener sa massue en disant que même si, éventuellement pour assommer le sanglier, ça pourrait être utile. Mais c'est tout. Mais là, avec l'ivresse, la bagarre, tout le monde qui monte, les centaures qui attaquent, Hercule saisit sa massue, commence à la faire tourner comme ça sans bien voir où ça tombe. Et les coups tombent naturellement sur certains centaures, ça en tue quelques-uns, mais finalement, donc, comme il ratisse large, il ne s'aperçoit même pas que Pholos et Chiron sont à côté de lui, et il les tue également. Là, c'est effectivement le drame. Il n'avait pas emporté ses armes pour ne pas tuer, et résultat, au bout de quelques temps, le travail n'est même pas vraiment commencé, que ça y est, il a commencé déjà à tuer et ses deux amis. Arrêtons-nous là dans le récit du mythe, pour essayer déjà de voir ce que signifie cette partie-là. Elle est déjà très intéressante. Eh bien, cette première partie, qui n'a pas l'air de faire partie du travail, mais qui évidemment en fait partie, nous pose dès le départ le problème de la dualité. Ce problème de la dualité qu'on voit très très bien, puisqu'il est exposé au début. Il est question de centaure, et un centaure, ça nous présente vraiment la dualité, homme-animal. On dit à Hercule, tu as une mission spéciale, mais n'oublie pas de manger. Ça veut dire qu'attention, ne consacre pas tout à ta mission comme ça spirituelle. Il faut que tu prennes tout en compte. Par conséquent, eh bien, tu vas manger, tu dois vraiment prendre le corps, la matière, tout doit compter dans ce rapport entre les aspects. Donc on a vraiment une dualité oppose exactement un rapport entre des polarités qu'on avait déjà vu le mois dernier, mais que là, c'est vraiment, on remet complètement l'accent sur ces deux polarités différentes. Et comment trouver un juste rapport entre ces polarités, sans faire, comme vient de le faire Hercule et comme il l'avait fait avant, un coup sur une polarité, puis sur l'autre polarité, et puis il revient. Donc comment réussir à équilibrer justement ces deux polarités? Est-ce qu'il y a possibilité de marier ces deux aspects, et non pas de simplement toujours être dans l'un ou dans l'autre? Une espèce d'alternance qui est relativement dramatique. Et c'est intéressant de voir que ce problème donc, de la dualité, il est aussi posé en termes de groupe et d'amour particulier. Et là, on va se retrouver avec une opposition polaire entre l'amour, amitié et les plaisirs qui vont avec, qui s'opposent complètement à l'aspect amour de groupe symbolisé par le tonneau de vin. La première dualité, elle va se trouver là. Et que nous aussi, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Et quand on parle souvent de l'amour de groupe, l'amour de l'âme,
C'est une grande interrogation, c'est qu'est-ce que devient l'amour affectif de tous les jours? Qu'est-ce que deviennent nos relations de tous les jours par rapport à cet amour de groupe? Et c'est exactement le problème qui se pose là avec Hercule. Alors justement, dans ce processus relationnel, c'est comme si on disait à Hercule, mais tu confonds complètement tout. C'est pour ça que tu avais besoin d'un jugement sain. Au début, on te le disait. Tu as besoin d'un jugement sain parce que tu as tendance à confondre tous les aspects de l'amour. Donc c'est comme si pour toi, tout était à mettre dans le même sac. Donc la conscience de groupe, l'amour de l'ensemble, l'amour affectif, l'amour des amis, ce qui doit être réservé au groupe, puisqu'il doit être utilisé par toi ou par d'autres, c'est comme si tu ne te rendais pas compte exactement des valeurs de chaque chose. Et que ça, c'est quelque chose qui est fait pour t'éveiller justement à ces valeurs. Et c'est quelque chose dont nous avons grand besoin dans notre quotidien parce que ce n'est pas du tout évident. Qu'est-ce qu'on appelle un amour d'ensemble, un amour global? Plutôt que de parler de la dualité ou des polarités entre le monde de l'âme et le monde de la personnalité, parce que le monde de l'âme, on ne sait pas toujours très bien ce que c'est, ou ce que ça représente, ou ce qu'on veut dire par là. Pour être plus précis justement dans cette application, je voudrais parler du monde du global, du monde de l'ensemble. Ce qu'on appelle généralement l'ensemble dans cet enseignement, c'est l'intérêt que l'on porte au fonctionnement de la Terre, au fonctionnement de l'humanité, au fonctionnement de tous les vivants, qui est toujours un fonctionnement d'ensemble, global. Et de se dire que finalement, le fonctionnement planétaire, il est ainsi. Et de l'opposer à l'autre polarité, qui est un des passages tout à fait momentanés de la psychologie humaine, qui est le passage par l'individualisme. Moi, mes intérêts, moi, ce que j'aime, mes désirs, ce qui m'intéresse, mais qui n'est pas du tout en accord avec cette notion de globalité. Ce monde de l'individualisme, il est momentanément indispensable pour arriver justement à pouvoir dire « je » en toute liberté, en toute conscience. Mais d'une certaine manière, c'est une erreur par rapport au fonctionnement cosmique, où tout, depuis les galaxies jusqu'aux particules, tout est dans un fonctionnement d'inter-indépendance. Donc il y a effectivement une dualité entre ces deux polarités. Ce qui va nous être demandé dans ce travail d'Hercule, c'est comment est-ce qu'on fait pour réussir à allier le fonctionnement d'ensemble dans lequel on commence de plus en plus à pénétrer, et le monde quotidien qui est tellement individualiste par essence. Commençons justement par ce monde affectif. Quand je dis moi j'aime particulièrement telle ou telle personne, ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis, c'est véritablement quelque chose qui est très fort, qui est très puissant, qui est très important pour moi. Si tu nous parles d'amour de groupe, d'amour de l'humanité, d'amour de l'ensemble, etc., certes, j'entends bien, mais pour moi c'est secondaire. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui prime avant tout dans notre vie, c'est l'amour personnel. L'amour que chacun d'entre nous, on ressent pour nos parents, nos enfants, nos amis, nos conjoints, etc. Donc c'est ça qui prime. Et secondairement, à un niveau plus subtil, on a un amour par rapport à l'ensemble. Oui, absolument. Dans un premier temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Tant qu'on est en conscience individuelle, qui dit individualisme, dit extrême importance donnée à ce que chacun d'entre nous on ressent pour d'autres individus également. Mais ce qui est dit là, c'est que quand on cherche à passer en conscience d'ensemble, et qu'on cherche progressivement à passer en conscience d'ensemble, et Hercule en est là maintenant de ses travaux, c'est pour ça que plus on avance dans ces travaux, plus ça va devenir abstrait, peut-être quelquefois hors de notre portée immédiate, et bien plus ça nous demande de concevoir d'autres choses, et de concevoir ce qu'on appelle l'amour de groupe ou l'amour impersonnel va devenir beaucoup plus important et doit devenir beaucoup plus important que l'amour personnel. Ce qu'on va appeler amour impersonnel, je vais y revenir à la fin, on va développer cette idée, c'est un amour qui n'attache pas, un amour qui rend libre, un amour dans lequel on n'est pas lié. Et il est dit dans certains textes que l'amour de groupe, cet amour impersonnel, cet amour d'ensemble, qui n'est pas du tout un sentiment, doit devenir de plus en plus important. Et que les gens qui pratiquent cet amour de groupe sont généralement totalement incompris et totalement critiqués. Et qu'ils doivent apprendre à vivre avec cette critique sans s'en occuper. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des gens qui ont une grande capacité de tenir compte des autres, d'être attentifs à des groupes, de travailler avec des groupes, avec des ensembles, mais qui ne s'attachent pas individuellement, sentimentalement à telle ou telle personne. Or, pour les personnes qui sont en conscience individuelle, l'amour, c'est toujours quelque chose qui est très personnel, qui est très sentimental, qui est très nominatif. Et chacun recherche ça pour lui.
Et il y a de très nombreux exemples de personnes qui travaillent dans des grandes associations, dans des entreprises, ou qui travaillent avec des groupes pour monter quelque chose, pour monter un spectacle, pour monter une aide, etc. Mais une fois que c'est terminé, cette personne qui a eu cette capacité d'unir, comme ça, de tenir compte de tout le monde, dit merci messieurs, dames, au revoir. Mais, tu veux pas venir à la maison boire un coup? Alors on se quitte comme ça? Oh mais ça fait drôle quand même. Et il y a des gens qui ne vont pas le supporter. Il y a des gens qui vont dire, il part comme ça, mais pourtant on était tellement en sympathie, on s'est dit tellement de choses. Oui, oui, on s'est dit tellement de choses, on a échangé, ça a permis de créer beaucoup de choses au niveau du groupe. C'est fini, on passe à une autre mission. Au revoir. Il n'y a aucun attachement. Ça ne renie absolument pas le fait qu'il y ait eu des choses intéressantes, mais la personne qui vit ça ne veut absolument pas établir de relations personnelles avec telle ou telle personne. Et ça, souvent, c'est très, très, très mal compris. Il y a même des personnes qui disent c'est trop injuste. Moi, après tout ce que j'ai fait, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures pour l'aider dans son développement. Et puis, alors maintenant, je lui demande comme ça de venir avec moi. Et bien, il me dit non, non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Ben, j'ai l'impression d'avoir été manipulé, j'avais l'impression que on m'a séduit, on m'a fait croire à des choses ou à des sentiments, mais qui n'existent pas. J'ai pas compté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement incompris par les gens qui ont besoin encore d'une relation affective, sentimentale et personnelle. Et quand je dis encore besoin de ça, c'est souvent le cas de la plupart d'entre nous, hein. Et on voit bien que comme Hercule, nous, on a certainement aussi d'autres aspects, mais on a encore bien aussi présent cet aspect-là qui fait que quand même la relation personnelle individuelle est importante. Le désir est important. C'est tellement important aussi de se faire plaisir. Alors si on peut même plus boire un coup avec les copains, et voilà, c'est là qu'est le problème. Le désir, se faire plaisir personnellement, bah, c'est pour soi. Vous noterez que le plaisir personnel n'a strictement aucune utilité pour le groupe. Le plaisir personnel ne fait absolument pas avancer la planète Terre. Oui, mais moi, si je ne me fais pas plaisir, je suis mal, et si je suis mal, je ne fais pas avancer la planète Terre. D'accord. Pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, nous vivons cela. Mais ce qui est proposé dans ce travail, c'est la marche d'après. C'est de commencer à imaginer qu'il y a un après ça. Qu'à un moment donné, il faut arriver à percevoir le monde de l'affectif et le monde du désir dans une dimension beaucoup plus vaste, à un tout autre niveau, et que ça va complètement changer l'approche relationnelle. Hercule, il a vécu quelque chose de très important, c'est qu'il réalise qu'il s'est laissé aller progressivement, tout simplement parce que lui aussi, il avait la dualité un peu comme les centaures. Lui aussi, il avait encore un peu le côté animal. Et tout simplement, à un moment donné, il avait le choix. Peut-être a-t-il hésité à un moment donné, et puis il a choisi de nourrir ce qui avait encore d'animal en lui, ce qui avait de personnel en lui. Il a choisi de nourrir ce qui avait encore d'émotionnel et de désir en lui, et qui l'a éloigné progressivement, progressivement de sa mission, et qui en est arrivé à un point même très grave, c'est qu'il en arrive à tuer ses amis. Alors c'est là on pourrait dire, oui mais le symbolisme, là, il pousse peut-être le bouchon un peu loin, parce que c'est presque comme si ça voulait dire, attention, plus vous êtes dans le désir, dans l'émotion, et plus ça tue. Comme nous l'avons vu depuis le début de tous ces travaux, Hercule, donc nous, est tous les personnages. Ça veut dire que Hercule, il est le centaure. Il est Pholos, il est Chiron, qu'il porte en lui. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est de voir qu'effectivement, la dualité de Chiron, de Pholos, en tant que centaure, c'est qu'ils ont la double polarité. Ils ont la polarité centaure, donc un animal encore avec certains instincts, mais en même temps, ils ont une polarité de sagesse. Et Hercule est exactement pareil. Hercule n'est pas un centaure, mais finalement les centaures Pholos et Chiron lui servent complètement de miroir. C'est lui qui est en face. Donc ses propres tendances. Lui aussi, Hercule, il a un côté sage, bien évidemment, qui progresse de plus en plus, mais il a encore un côté personnel, de vieilles envies de désir, de vieux systèmes animaux, qui ne demandent qu'à être excités pour que, pouf, ça reprenne tout de suite énormément d'importance et qu'il se livre donc à des comportements tout à fait regrettables. Autrement dit, Pholos et Chiron, qu'il tue, c'est ce qu'il a en lui, c'est simplement son image. Et ça veut dire quoi qu'il tue Pholos et Chiron? Ben, ça veut dire qu'il va les tuer en lui. Ça veut dire que cette dualité fondamentale, c'est quelque chose qu'il est en train de supprimer en lui. Il réalise quelque chose d'important. Et là encore, souvent, c'est quelque chose que nous aussi, nous pouvons connaître et que certainement nous avons connu. C'est d'un seul coup une rupture nette par rapport à quelque chose, par rapport à un abus, par rapport à quelque chose d'excessif, par rapport à une situation qui s'est répétée pour la énième fois.
la fois de trop, par rapport à une situation qui s'est répétée, il dit non, ça suffit, stop, terminé. On a des ruptures comme ça. Peut-être pas aussi totales que celles d'Hercule, mais par petits bouts. Regardez par exemple des gens qui d'un seul coup, alors que ça fait des années, qui se disent faut arrêter la cigarette. Pourquoi est-ce qu'un jour, ils se disent c'est fini, je ne peux plus abîmer comme ça mon corps d'énergie, c'est terminé. Et c'est réellement terminé. Certains le font par rapport à l'alcool ou par rapport à certaines drogues. Certains le font par rapport à des relations fausses, qui durent depuis des années. Et à un moment donné, mais stop, ça ne peut pas durer. Ou par rapport à des compromissions au travail, ou je ne sais pas quoi. Bref, il y a de toutes sortes de situations où on s'aperçoit qu'on ça fait un certain nombre d'années qu'on est dans l'incohérence entre ce qu'on pense fondamentalement et puis ce qu'on est en train de faire. On a fait avec, on est dans cette dualité. Oh, bah c'est pas grave, ça m'empêche pas d'avancer. Puis on dit, mais si, ça m'empêche d'avancer. Bien sûr que ça m'empêche d'aller plus loin. C'est comme quelque chose qui me plombe. Et à un moment donné, on décide de stopper ça. Et donc c'est un arrêt brutal. Et c'est exactement ce que va vivre Hercule. En effet, il se rend compte d'un seul coup que, mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour la énième fois? Mais ça suffit comme ça. Pour lui, c'est vraiment une bascule importante. C'est vraiment le moment où il réalise que maintenant ça suffit et qu'il faut passer à autre chose. Plus jamais ça. Ça, c'est vraiment un moment très important dans la vie d'Hercule. À partir de là, il va poursuivre son chemin vers le sanglier. Il cherche le sanglier, il le cherche partout. Il ne le trouve pas. Et il est amené à monter de plus en plus haut, comme si le sanglier se doutait de ce qui se passe, a entendu Hercule ou l'a vu venir. Et il se planque. Et il se planque très haut. Et on dit qu'Hercule est obligé de monter jusqu'à la neige. Il fait très froid. Il ne trouve pas de traces. Quelquefois, il trouve des traces de pas des sangliers dans la neige, mais il arrive cependant parfois à repérer par où passe le sanglier. Et donc, il n'a pas d'autre solution que d'attendre. Et dans le travail, on assiste beaucoup qu'il attend dans le froid, la nuit, jusqu'à ce que le sanglier se pointe. Et à ce moment-là, il avait préparé un piège, c'est-à-dire un trou, dans lequel il avait plus ou moins mis de neige. Et le sanglier finit par tomber dans ce trou. Et enfin, la patience, l'attente d'Hercule est récompensée. Alors, il va laisser le sanglier s'épuiser et essayer de sortir du trou tout seul. Et enfin, il va le sortir du trou. Et il ne veut surtout pas le tuer. Ça, la massue, c'est terminé. Là, je ne sais même pas s'il l'a emmené avec lui sur la montagne. L'histoire ne le dit pas, il l'a peut-être laissé en bas. Donc voilà, il n'est pas question de le tuer, ça c'est terminé. Il faut le ramener en bas. Alors il trouve une solution tout à fait ingénieuse. Il va le saisir par les pattes arrière. Au début, le sanglier se débat, donc il tourne comme ça dans tous les sens, il n'y a pas moyen d'y arriver. Puis finalement, le sanglier s'affaiblit progressivement. Hercule arrive finalement à le conduire, comme ça lui fait faire la brouette. Et en faisant la brouette, donc Hercule tenant par les pattes arrière, le sanglier à l'avant, comme ça, qui n'a pas d'autre solution que de descendre. Tous les deux, ils descendent de la montagne et progressivement arrivent à nouveau dans la plaine où ils sont accueillis en héros. Tout le monde rigole. Tout le monde est tout à fait étonné de voir ce curieux assemblage. Tout le monde est tout à fait étonné de voir ça. Tout le monde rigole parce que Hercule a quelquefois un petit peu du mal. Parfois, c'est le sanglier qui reprend un petit peu le dessus. Mais quand même, globalement, c'est lui. Et puis, c'est très rigolo. C'est tout à fait inattendu d'avoir trouvé un petit peu cette solution pour redescendre le sanglier. Puis en même temps, il y a une grande joie. Il y a une grande joie parce qu'on s'aperçoit que ça y est, le sanglier, il est attrapé, c'est fini, terminé de nuire et que la vie va pouvoir reprendre son cours. Et donc, on voit que ce travail qui a commencé beaucoup dans le malheur, beaucoup justement dans quelque chose de très triste avec la mort des deux centaures, se termine comme ça dans les rires et dans la joie. Qu'est-ce que ça veut dire que cette deuxième partie du travail? Tout d'abord, après la grande rupture, Hercule se dit bien quand même que la partie animale en lui, c'est bien ça qu'il va devoir aller chercher. La recherche du sanglier, la maîtrise du sanglier, c'est quand même la maîtrise de sa propre partie animale. Donc il y a quelque chose à maîtriser. Mais pour aller chercher cette partie animale, c'est comme si Hercule devait passer par une cure de désintoxication. Mais c'est très intéressant de voir comment il va devoir, contrairement à ce qu'il a fait dans d'autres travaux, patienter, attendre, dans le froid. C'est un moment solitaire, c'est un moment de silence, c'est un moment d'attente. Toutes les passions redescendent. Les moments avec Pholos et Chiron, c'était des moments très chaleureux. Et là, on décrit des moments très froids. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle d'amour d'ensemble, on dit mais c'est affreux comme ça doit être froid. Comme les gens qui sont plus dans le chaleur de l'émotionnel, de l'affectif, ça doit être des gens très froids. Mais il n'en est rien.
Jésus, qui était vraiment quelqu'un qui était complètement dans l'amour de groupe et pas du tout dans l'amour personnel, n'avait pas du tout la réputation de quelqu'un de froid. Il attirait même beaucoup de personnes. Et puis, tous ceux d'entre nous qui ont pu fréquenter des sages, que ce soit dans le domaine philosophique, dans un domaine spirituel, que ce soit dans un domaine scientifique, ne pratiquent pas du tout cette relation affective personnelle et individuelle. Et même quelquefois, quand on aurait envie qu'ils s'intéressent à nous, qui nous aiment particulièrement, c'est sympa, toi, j'aimerais bien te revoir. On aimerait tout ça parce que c'est une forme de reconnaissance que d'être aimé. Bah, on ne l'a pas. Bien content de vous avoir rencontré. On se revoit, vous voulez mon téléphone? Non, non, merci, ça va. Mais il n'y a aucune froideur là-dedans. C'est autre chose. C'est impersonnel. C'est détaché. Mais en même temps, c'est très sympathique. Tout le monde dit que quand on approche le Dalai Lama, c'est super, il est plein d'humour. Mais c'est pas la peine de dire, bon, bah alors on se téléphone. Non, c'est pas la peine. C'est une relation qui peut être très sympathique, mais il peut avoir cette relation sympathique avec tout le monde. C'est pas nominatif, c'est pas parce que c'est moi. Ben non, c'est parce que tu es un être humain, au même titre que tous les autres. Mais pas plus qu'un autre, mais pas moins qu'un autre. Il n'y a pas du tout, vous voyez, cette relation personnelle. C'est complètement à un autre niveau. Mais on peut imaginer que Hercule, qui sort du côté chaleureux de la rencontre avec ses amis, par contraste, effectivement, c'est comme si ça faisait froid. Il y a de l'isolement, il y a quelque chose qui doit se décanter, il faut se désintoxiquer. Et comme il ne voit pas le sanglier, il commence à se demander, mais peut-être qu'après tout, il est parti, le sanglier. Le fait que j'ai fait ma rupture avec ma partie centaure, avec ma partie animale, peut-être que ça suffit. Peut-être que tout simplement le sanglier, ben voilà, c'est terminé. Ma partie animale, j'ai compris, je m'en suis détaché, et puis c'est parti à autre chose. Non, 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 non. Et non. La partie animale, elle est toujours là, mais elle a une grande capacité, exactement comme le sanglier, à se faire oublier. C'est toujours étonnant de voir comment on a réussi, par moments, à dépasser certains comportements un peu négatifs. Et puis ces comportements, ils ont réussi à tellement se faire oublier qu'on se dit, oh bah, il y a encore 4-5 ans, eh ben, si on me titillait sur ce point-là, je montais sur mes grands chevaux. Je crois que c'est fini, là, c'est vraiment terminé, ça ne m'est plus jamais arrivé. Jusqu'au jour où, même 4-5 ans, 10 ans, quelquefois après, ça me ressurgit, comme si ça n'avait jamais disparu, avec encore d'autant de puissance. On se dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais j'en suis encore là. Et moi qui croyais avoir tellement avancé, avoir tellement mis ça de côté, c'est là, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans. Mais c'est pas possible, ça. Eh oui. Les choses qui sont en nous comme ça, on a une capacité un peu de les maîtriser, mais pas de les faire forcément disparaître. C'est pour ça que le grand travail d'Hercule, c'est pas de tuer le sanglier, il ne peut pas. Ça va être de le maîtriser. Et c'est intéressant de voir que là aussi, la cure de désintoxication qu'il fait sur la montagne est très importante. Quand on nourrit nos aspects inférieurs, ils grandissent, ils prennent de plus en plus de pouvoir et ils nous entraînent de plus en plus. Et on devient ce qu'on nourrit. Par contre, essayez donc de faire une retraite loin de tout. Tu as besoin de quelque chose? Ben non, de rien. Et j'ai plus du tout envie. Et on se dit que c'est définitif. Mon propre sanglier, il est parti. Mhm. Sauf si vous revenez dans les conditions d'avant et que vous retrouvez, et que vous allez retrouver, oh tiens, un petit resto, finalement j'avais oublié, mais ça fait du bien. Et puis deux, puis trois, puis quatre, ah une petite bière, puis deux, puis trois, et c'est reparti. Mais pourtant, j'étais tellement bien là-bas, j'ai vraiment cru que c'était terminé, bah, ça pouvait être terminé. Mais vous voyez comme à quel point nous sommes complexes, nous avons plusieurs polarités, et quand on décide de les nourrir, elles prennent le pouvoir, ces polarités. Donc faisons attention à ce que nous nourrissons au quotidien, c'est là qu'est véritablement le pouvoir. Nous avons donc Hercule qui a réussi à attraper le sanglier. Il le tient donc par les pattes arrière. Ça nous fait exactement un centaure inversé. Dans le centaure, nous avons une unité entre l'homme et l'animal, et c'est l'animal qui pousse l'homme. Là, c'est l'animal est devant, et c'est l'homme qui pousse l'animal. Ça veut dire qu'on est bien, vous voyez, dans la balance, on a simplement changé l'importance des polarités, mais on est toujours dans un équipage homme-animal. Mais cette fois-ci, ça n'est plus l'animal qui pousse l'homme. C'est effectivement l'homme qui a encore quelques instincts animaux, mais c'est lui qui va diriger les choses. Et là, c'est là que ça change tout. C'est lui qui dirige. Et c'est là où, justement, encore une fois, il y a une bascule. Encore une. Vous voyez, d'où le titre de ce soir. La première bascule, c'est lorsque Hercule se rend compte qu'il a encore tué et qu'il y a quelque chose qui se coupe.
et ce qui l'amène à monter sur cette montagne. Chaque fois qu'on parle de montagne, c'est le symbole de l'initiation. Chaque fois qu'il y a montagne, ça veut dire que c'est l'endroit le plus haut où on puisse s'élever par soi-même. Et donc c'est un symbole d'initiation. Et donc le Hercule qui monte la montagne, il est encore un peu centaure, peut-être encore un peu mu par l'arrière, mais quand il descend, il a tout inversé. Maintenant c'est lui qui dirige ça. C'est important de voir que cette initiation qui se passe là dans la balance, dans ce travail d'Hercule, c'est ce qu'on appelle la deuxième initiation. Qu'est-ce qu'on entend par initiation ? Laissez tomber toutes les approches miraculeuses qui fait qu'on recevrait des initiations, des gens nous initieraient, etc. Ça veut simplement dire étape, étape d'évolution, marche d'évolution. La première étape dans l'évolution que nous pouvons vivre tous ensemble, c'est lorsque dans nos vies, on se rend compte à un moment donné que nous sommes fondamentalement âme. Le jour où, en dehors de tout enseignement religieux, en dehors de toute croyance, vous vous dites « je suis vraiment quelque chose d'autre que la personnalité ». Le jour où pour vous c'est une certitude, c'est le premier pas, qu'on appelle la première initiation. Beaucoup de vies se passent pour affirmer cette évidence, et un jour on va arriver au deuxième pas. Et ce deuxième pas, cette deuxième initiation, c'est ce que vient de vivre Hercule, c'est la maîtrise du corps émotionnel. Un petit peu plus délicat. La maîtrise du désir. Oh, pas totale. Non, non, la totale, ce sera le troisième pas. On n'en est pas là. Là, dans cette deuxième marche, c'est le moment où, comme Hercule, on se rend compte que l'émotionnel, le désir, l'affectif ne sont que des aspects d'expression personnelle, individuelle, et qu'à un moment donné, c'est plus ça qui doit mener ma vie. Parce que j'ai tellement conscience, depuis ma première étape, j'ai tellement conscience que je suis âme et que cette âme est groupe, que c'est le groupe, c'est le sens du groupe, c'est l'intérêt du groupe, c'est l'intérêt de l'ensemble, c'est l'intérêt de la planète, de l'humanité. C'est ça qui doit mener ma vie, pas mon intérêt personnel. Pendant tout le temps de l'involution et pendant des vies, c'était ça qui était intéressant et c'était juste. Mais à un moment donné, je me rends compte que maintenant, je ne le sens plus. Maintenant, je me rends compte que c'est pas ça. Et cette deuxième initiation, c'est justement le moment où il y a quelque chose qui fait que je dis stop. Maintenant, c'est vraiment cette conscience d'ensemble qui doit mener ma vie. Et c'est ce qui va mener ma vie. Ça veut dire que je ne vais plus maintenant prendre aucune décision importante avec l'émotionnel, avec l'affectif. Ce n'est plus ça du tout qui doit mener ma vie. Ce qui doit mener ma vie, c'est cet intérêt d'ensemble. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas encore émotionnel. Hercule, il a toujours le sanglier devant lui. Je le suis toujours. Ça veut dire que, bien sûr, à un certain moment donné, des petits moments qu'on va appeler peut-être des petits moments de faiblesse, mais c'est un épiphénomène, c'est par moment, c'est pas ça qui dirige ma vie. Alors qu'avant, c'était complètement ça qui dirigeait ma vie. Mon intérêt, ce que j'aime pas, ceux que j'aime, etc. C'est donc là un changement très intéressant. Si vous êtes là en train d'écouter ce style de conférence, c'est qu'évidemment, depuis longtemps, depuis plusieurs vies, vous avez passé la première étape. C'est que vous avez cette certitude intérieure. Vous ne savez peut-être pas toujours très bien de quoi il s'agit, mais elle est là, cette certitude intérieure. Par contre, arriver à vaincre justement ce processus émotionnel, souvent on est un petit peu en train de se bagarrer avec ça. Et c'est là que justement est la deuxième initiation. Avant cette deuxième marche, avant cette deuxième initiation, on est tous un petit peu centaures, mais on le cache. Vous remarquez que le centaure de face, ça ne se voit pas. Donc je suis face à vous, j'ai un grand rideau derrière moi, et toute ma croupe est cachée dans le rideau. J'ai un grand rideau derrière moi, et toute ma croupe est cachée dans le rideau. Et beaucoup de gens, comme ça, nous parlent, mais sans qu'on se rende compte qu'en fait, c'est la partie centaure qui est derrière le rideau qui les pousse. Mais de face, ça ne se voit pas. Nous, on pourrait croire qu'effectivement, ce sont des gens qui ont peut-être passé à un autre niveau, au niveau de l'émotionnel. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est très très trompeur, parce que ça ne se voit pas, c'est derrière le rideau. Par contre, avec Hercule, ça se voit, c'est devant. Bonjour mesdames et messieurs, effectivement, je suis un humain. Je cherche un petit peu à dépasser cette histoire de conscience individuelle, mais on n'est pas parfait. On en est encore à un point où il faut faire avec la réalité du désir et de l'émotionnel. Parfois, on réussit un peu, mais c'est tellement maladroit. C'est aussi maladroit qu'Hercule descendant avec son sanglier. Et c'est pour ça que lui, il rigole de lui. Et tout le monde rigole aussi d'Hercule. Parce que c'est rigolo d'arriver à le voir comme ça, essayer de maîtriser sa bête. Ça marche plus ou moins. On suppose qu'il y a des moments, le sanglier file doux, puis il y a d'autres moments, non, il veut remonter, il veut reculer, etc. Bon, et Hercule a du mal à en venir à bout. On dit, il va craquer. Non, il reprend. Nous, on prend pareil.
Et c'est pour ça que ce qui est une des leçons importantes de ce travail, c'est de dire, gardez le sens de l'humour. Riez de vous-même. Forcément, dans un état comme ça, quand vous allez chercher, quand vous allez commencer à vouloir maîtriser un peu la bête, ça ne va pas marcher du premier coup, ça ne va pas être cool. C'est sûr qu'il y a des moments où ça va marcher, il y a d'autres moments où ça ne va pas du tout marcher. Vous allez vous trouver exactement, vous allez peut-être même repenser à Hercule essayant de maîtriser son sanglier, et puis peut-être que d'autres vont rire, mais soyez le premier à rire de votre maladresse ou de vos difficultés. C'est pour ça qu'on dit souvent que dans ce travail, il ne faut jamais dramatiser. J'y arrive pas, c'est épouvantable, j'ai essayé. Non, non, non. Ayez un humour, c'est-à-dire un recul sur vous-même, un peu comme quand on voit un enfant qui commence un peu à marcher, puis qui est un peu pâteau, ça fait rire tout le monde, hein, s'il se fait pas mal. On se moque pas de lui, mais c'est amusant de voir un petit peu comme ça son côté pâteau. Ben, nous aussi, on a un côté pâteau quand on commence à fonctionner de cette manière-là, et donc c'est comme ça que se finit ce travail. Voilà ce que va représenter, vous voyez, cette deuxième initiation, ce deuxième pas, qui progressivement est une bascule aussi beaucoup dans nos vies. Hein, ça ne se passe pas d'un jour à l'autre, ça se passe sur peut-être plusieurs vies, ça se passe aussi en fondu enchaîné. Mais le moment où on sent que dans notre vie, ça n'est plus l'affectif, le désir, l'émotionnel qui dirige ma vie, c'est vraiment tout à fait quelque chose d'autre. Des valeurs beaucoup plus essentielles, des valeurs plus profondes, qui sont toujours là quand les choses sont vraiment importantes. Cette énergie balance, elle va chercher à nous amener à un nouvel équilibre. Nous, la société, le monde, un équilibre nouveau entre des valeurs différentes, entre ces polarités différentes, entre les valeurs de l'ensemble et les valeurs personnelles, les valeurs individuelles. Le défi, c'est comment réussir à amener de plus en plus ces valeurs de l'ensemble dans le quotidien. La solution qui consiste à dire que dans ma vie, j'ai des moments où je suis dans la prière ou dans la méditation, c'est des moments spirituels. Puis après, je suis dans des moments où je suis complètement dans le quotidien. Et que même si je multiplie ces alternances entre moments spirituels et moments matériels, c'est pas ça du tout. Ça, c'est une alternance. Ce n'est pas une interpénétration du monde de l'ensemble dans le monde du particulier. La balance, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dur dans lequel on ne nous demande pas des temps comme ça partiels, on nous demande une interpénétration. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ce nouvel équilibre, on pourrait le dessiner de la manière suivante. Avec balançoire, je vous représente le sol avec deux petits rondins et on va mettre une planche, hein, comme ceci, et ça nous fait deux balançoires. On va mettre une polarité donc sur chaque bout. Là, par exemple, on va mettre la conscience d'ensemble ici, et là, on va mettre la conscience personnelle. Qu'est-ce que nous voyons dans le schéma de droite ? La conscience personnelle l'emporte et que c'est vraiment le plus fort. C'est Hercule qui tue Hippolyte. Ou c'est Hercule qui ne s'en rend pas compte, mais alors vraiment là aussi, qui boit avec ses copains. Voilà. La personnalité pèse beaucoup plus lourd que la conscience d'ensemble. Puis il y en a d'autres moments, c'est l'inverse. Si on médite ou si on passe à d'autres moments dans notre vie, non, c'est la conscience d'ensemble qui pèse beaucoup plus lourd que la personnalité. Mais comme je vous disais tout à l'heure, sinusoïdal, on passe souvent d'un extrême à l'autre et on a du mal à dire mais comment peut-on mettre en rapport ces deux aspects ? Le juste rapport, c'est vraiment une clé par rapport à la balance. C'est quoi les justes rapports ? Il faut en arriver donc au troisième balance, une planche à l'horizontale qui symbolise un petit peu l'équilibre. Et puis, je vous en mets d'autres, c'est la même planche, mais voilà, c'est pour dessiner en quelque sorte l'aspect oscillation, donner une impression d'oscillation. Et là, on retrouve notre conscience d'ensemble, et puis notre conscience personnelle donc de l'autre. Mais là, nous-mêmes, nous ne sommes pas ou d'un côté ou de l'autre à essayer dans la bascule. Nous allons nous positionner au centre. Nous nous positionnons au centre, comme on pourrait faire aussi quand on est gamin, et on essaye finalement de mettre en équilibre la planche comme ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à équilibrer ces deux éléments ? Comment est-ce qu'on peut réussir à faire qu'il y ait un petit peu de conscience d'ensemble qui passe dans la personnalité ? Parce que c'est ça le truc. Vous voyez, comme si finalement c'était un système de souplesse. Je vis un peu de conscience d'ensemble, oui, j'appuie un peu à droite, et puis c'est comme j'appuie un peu à gauche, puis c'est comme si je pouvais faire glisser un peu de cette conscience d'ensemble dans la vie personnelle. Un peu de conscience d'ensemble dans la vie personnelle. Un peu de conscience d'ensemble dans la vie personnelle. C'est des petites gouttes par petites gouttes. C'est jamais un gros truc. Si je veux faire un gros truc, je vais revenir très certainement encore une fois à une dualité. C'est toujours, chaque fois que je vis quelque chose d'un peu plus global, ça influence quoi ma vie personnelle ? En quoi je vais amener progressivement quelque chose. Et vous voyez, à force de se faire ce petit balancement comme ça, de l'ensemble vers le personnel, on pourrait imaginer aussi que ma balançoire, elle monte.
Parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme si progressivement, ben voilà, ben ouais, je progresse, voilà, millimètre par millimètre, parce que progressivement dans ma vie, et je tiens compte des deux. Et non seulement je suis dans la mission, mais je pense à manger. Je ne suis pas quelqu'un qui d'un seul coup sacrifie tout au monde de l'âme, ou qui sacrifie l'âme au monde de la personnalité. Non, non, je tiens compte des deux, et comment l'un et l'autre peuvent réussir finalement à trouver une rencontre. Comment ces deux polarités, plus et moins, on va en reparler, comment ces deux polarités peuvent s'unir pour créer un nouveau monde. Parce que le but des polarités qu'on trouve partout, c'est que le plus et le moins doivent s'unir pour créer quelque chose. Et donc comment en nous, nous sommes des créateurs d'un nouveau monde, parce que nous nous arrangeons que pour ce qui est le plus dans notre vie, ça se concrétise, ça passe tout de suite dans tout notre quotidien. Et on voit très bien comment ça se passe, comment l'un à travers l'autre. Cet intermède qu'est le monde de la balance est extrêmement important. Il nous dit, apprenez à respecter les deux. Les deux sont importants. Mais il faut que progressivement, ce soit les valeurs de l'ensemble qui interpénètrent les valeurs du moi. Il faut que cet équilibrage se fasse au nom des valeurs de l'ensemble. Mais il ne s'agit pas d'imposer l'un à l'autre. C'est pour ça que la parole clé de la balance est extrêmement importante. Elle dit « Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force. » C'est-à-dire, je ne choisis pas l'âme, uniquement la conscience d'ensemble, toute seule. Je ne choisis pas le moi tout seul, je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force. Et j'apprends à essayer de conjuguer les deux. Et après, en sachant comment je respecte les deux, on pourra aller plus loin, mais ça, on le verra donc le mois prochain. Et c'est ce nouvel équilibre que nous sommes en train de rechercher dans notre civilisation, que nous cherchons chacun dans notre vie. Nous cherchons chacun justement à percevoir ça. Et souvent avec un grand étonnement, parce que parfois ça marche, on est effectivement dans cet équilibre, et puis on s'aperçoit que c'est très très fatigant d'amener comme ça sans arrêt la conscience d'ensemble dans le monde du quotidien. Alors parfois, on se repose. Bien parfois, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, tout simplement parce que en nous, il y a toujours le côté animal, il est toujours là. On l'a calmé, on l'a mis un peu à la diète, on essaie, si possible, de le maîtriser quelque peu, on le tient par les pattes arrière, mais parfois il est là. Donc on est souvent étonné quand on est sur ce plan-là de trouver et d'arriver à percevoir en nous ce petit quelque chose qui nous fait toujours régresser. Ça, c'est important. Il y a toujours un talon d'Achille. Nous avons toujours en nous ce petit côté animal qu'on pourrait croire quelquefois endormi, mais qui est toujours là et qui gâche complètement le bel équilibre, qui nous fait toujours régresser. Je vous dis ça parce que c'est extrêmement important d'arriver à trouver et à nommer ce petit quelque chose. Ne pas le nommer, c'est l'ignorer. L'ignorer, c'est se condamner constamment à y revenir et à en être victime. Pouvoir le maîtriser, c'est se rendre compte de ça. Quel est ce point faible? Quel est ce point... Alors, ça dépend. Hein. L'année dernière, ça pouvait être quelque chose. Maintenant, ça peut être quelque chose d'autre. Et puis l'année prochaine, ça peut encore être quelque chose. Hein. C'est pas de tout le temps. Mais souvent, ce sont quand même des points faibles qui ont la vie dure, qu'on traîne sur plusieurs années. Quel est ce point faible qui, sans arrêt, a une certaine tendance à vous ramener en arrière, à vous remettre finalement dans un déséquilibre? C'est un des points importants donc, de ce travail, donc de ce mois-ci. Trouvez ce point, nommez-le le plus précisément possible. C'est lui qui est souvent fauteur de troubles, et faute de le préciser en nous, on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe, et ça se reproduit sans cesse. Dans le monde, c'est exactement pareil. Nous en sommes là, à la recherche de nouveaux équilibres entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Et justement, par rapport à notre thème annuel, où va le monde? Depuis plusieurs travaux d'Hercule, on commence à voir un peu où en est le monde d'aujourd'hui. Il y a 2 travaux avec le lion. On a vu comment une partie du monde cherche à étouffer le lion du moi-je pour entrer en contact avec autre chose. Le mois dernier, nous avons qu'une autre partie de l'humanité et de la société découvre de plus en plus l'aspect âme, l'aspect conscience d'ensemble. Et là, encore une autre partie de la société dans laquelle nous vivons, d'autres parties du monde, cherche de plus en plus à trouver de nouveaux équilibres. Comment équilibrer l'écologie, le respect de la nature et nos besoins modernes au quotidien? Comment réussir à équilibrer nos modes de vie planétaires et puis nos envies de bénéficier quand même de certaines choses de la modernité ou de certaines choses pratiques? Comment réussir à rendre compatible ce qui existe dans un monde idéal et quotidien? Et on s'aperçoit que très régulièrement, on est en contradiction, on est en incohérence entre ce qu'on prône d'un côté et puis ce qu'on vit de l'autre.
Une grande partie de la société cherche à nouveau cette cohérence. On sent très bien une société à la recherche de ces nouveaux équilibres. Le monde actuellement en pointe, il en est là. Entre le travail du lion, le travail des Amazones et le travail du sanglier, ce sont les 3 points, on pourrait dire, où on pourrait dire que notre société, le monde actuel, vit dans ces 3 directions. Et c'est vraiment pour ça que c'est très important. À la recherche de nouveaux équilibres, et c'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Ces 3 éléments, et qui occupent beaucoup notre quotidien, c'est le sexe, l'argent et la justice. Ce sont les 3 terrains d'application du quotidien. Vous allez voir, ça comprend presque tout. Donc les 3 grands terrains d'application qui sont aussi en rapport justement avec des polarités. Puisque ce qu'on essaie toujours, c'est de travailler cette union des polarités. D'abord, le sexe. Nous l'avons vu la fois dernière, le sexe, c'est véritablement quelque chose qui dépasse la conception sexuelle de l'être humain. Nous l'avons appelé la loi des sexes, c'est-à-dire la loi des polarités. C'est-à-dire que tout dans l'univers, à quelque niveau que ce soit, est toujours plus ou moins. Esprit, matière, le soleil, la terre, etc. Donc, quelque niveau que vous puissiez imaginer, même au niveau atomique, tout est toujours plus ou moins. Et ce qui est fondamental, c'est que la raison de ces 2 énergies plus ou moins, c'est de trouver leur mutuelle unité pour arriver à voir quoi créer. Le fondement de la loi des sexes, de la loi des polarités, comme on l'appelle aussi, c'est que 2 polarités doivent s'unir pour créer quelque chose. Et c'est dans cette création qu'on avance, c'est dans cette création qu'on va de l'avant, c'est dans cette création qu'on progresse et qu'on évolue. Et tant qu'on ne réussit pas à s'unir, il n'y a pas cette progression. Et donc ce qui est passionnant, c'est que cette loi des sexes, des polarités, on peut d'abord la voir en reprenant la question que je posais tout à l'heure. Face à l'amour global, grande polarité, que devient l'amour affectif? Que vont devenir nos relations affectives personnelles face à cet amour global? Alors j'ai commencé tout à l'heure à vous donner quelques réponses, mais c'est intéressant de voir comment justement dans l'optique de cette bascule, comment le fait qu'on passe un petit peu plus de l'un travers l'autre, qu'est-ce que ça devient? Chaque fois que vous êtes de plus en plus dans cette conscience globale, dans cette conscience d'ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez de plus en plus de recul parce que vous relativisez l'importance qu'on donne à tout un chacun. En plus, si vous êtes confronté à des malheurs, à la mort de proches, ça vous amène encore plus à relativiser l'importance qu'on donne justement à ses proches. Pour dire mais c'est pas si important que ça, c'est pas si grave que ça. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui se passe dans la globalité. Oh, ça se passe pas du jour au lendemain, c'est pas facile, c'est une évolution lente, mais certaine. Tous les gens qui sont passés justement par le vécu de cette globalité prennent plus de distance, sans pour autant être froid. Prendre plus de distance par rapport à la relation affective ne veut pas dire être distant avec les gens. Ne confondons pas. C'est-à-dire que je suis tout autant en sympathie avec les gens avec lesquels je suis en relation, mais je ne suis pas attaché. Je ne suis pas aliéné. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas envieux. Je ne suis pas possessif. J'apprends enfin l'amour qui rend libre. Mais c'est énorme. Mais rien que ça, mais c'est énorme. On aura toujours des préférences pour certaines personnes, mais ce ne sera plus simplement exclusif. Vous voyez, l'amour exclusif, c'est-à-dire c'est un amour qui exclut les autres. Un amour exclusif, c'est impossible à considérer dans un amour d'ensemble. Et donc plus je suis dans cette polarité d'ensemble, et plus je relativise cet amour. Je m'aperçois que je pratique plus le détachement. Le fait de fréquenter de plus en plus cette conscience globale, petit pas par petit pas, j'amène de cette conscience globale dans mes relations. Voilà le genre de relation que ça va donner. Et c'est pour ça que ça bouleverse complètement à ce moment-là toutes nos relations à l'autre. Donc entre l'homme et la femme, mais avec les enfants. Ce ne sont plus mes enfants. C'est à moi, c'est ma possession. J'aime beaucoup mes enfants, mais il y a une relation tout à fait autre qui s'invente, qui se met en place. Voilà comment, vous voyez, la société peut progressivement évoluer. On se disait tout à l'heure, l'important de la loi des polarités, c'est qu'une créativité se fasse. Ok. Eh bien, nous, dans notre couple, on est extraordinairement différents. C'est pour ça qu'on se dit quelquefois, on ne sait pas pourquoi on est ensemble, on ferait peut-être mieux de faire chacun notre vie de notre côté, tellement on est différents. Ben non. Le but des polarités, c'est justement d'être très différentes. Si c'est pour être pareil, ça n'a aucun intérêt. Et de nos différences, comment est-ce qu'on va réussir à créer quelque chose qui amène quelque chose à la société? Et donc la question qui se pose progressivement, c'est qu'est-ce qu'amène notre couple à la société?
Qu'est-ce qu'amène notre couple à la vie de l'ensemble? Voilà un projet de vie intéressant. Voilà comment, vous voyez, progressivement, cette conscience globale, eh bien, elle a des petits côtés pratiques qui vont progressivement inséminer nos relations avec nos enfants, avec nos amis, avec nos parents. Et progressivement, c'est ça qui change. Et si nous changeons individuellement, c'est toute la société qui va changer. Que devient la sexualité en groupe? Eh bien, ça reste à deux. Dans la nature, la vie sexuelle ne sert qu'à une seule chose, c'est la rencontre de polarités pour produire quelque chose, à savoir la perpétuation de l'espèce. Et partout dans l'univers, la sexualité ne sert qu'à ça, deux polarités qui servent finalement à se rencontrer pour créer un animal, une plante, un humain. Et donc, dans l'idéal, on pourrait dire que la sexualité ne devrait servir qu'à ça, à rien d'autre. Ça y est, il se met à parler comme le pape. Effectivement, l'être humain, extraordinairement centré sur ses plaisirs, est le seul être, aussi avec le singe, qui a fait de la sexualité un véritable plaisir. Et qui par conséquent a complètement détourné la sexualité pour en faire quelque chose qui est simplement un processus de plaisir personnel. Bon. Mais ce qui est important, et ce qu'apprend Hercule d'ailleurs avec Pholos et Chiron, c'est si on pose la question, quelle créativité utile à la société amène le plaisir personnel? Quand vous buvez un bon vin, quand vous êtes un bon repas, quand vous avez un bon bouquin, quand vous ressentez un bon plaisir personnel, ça sert à quoi? En quoi ça fait avancer la société? Ben, en rien. En rien du tout. Vous avez un bon plaisir sexuel, en quoi ça fait avancer la société? Ben, en rien. Si je reste strictement du point de vue du plaisir. Alors quelqu'un pourrait dire, ah non, 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 moi je suis désolé. Moi, si j'ai pas de temps en temps un bon repas, une relation sexuelle harmonieuse, un bon bouquin, je suis dans une humeur exécrable, donc je t'assure que ça, je vais faire régresser la société. Oui, absolument, exact. Donc ça veut dire que pour l'instant, effectivement, pour qu'on soit bien, il faut qu'en tant qu'individu, un certain nombre de plaisirs, de bonheur, un certain nombre de choses soient satisfaites. On en est là. Mais ce que nous présente ce travail d'Hercule, c'est l'avenir. Si, c'est de nous dire, mais progressivement, vous allez vous rendre compte que ce plaisir au niveau de la sexualité, c'est quelque chose qui va diminuer, parce que plus l'humanité va arriver à un amour d'ensemble, et plus finalement il y aura de moins en moins d'intérêt par rapport à la sexualité. Je vous parle de ça, c'est un fondu enchaîné sur des siècles. Et pour chacun d'entre nous, il n'est pas question d'essayer de gagner du temps en disant, bon, bah, puisque c'est ça, j'arrête. Plus de sexe, plus de... Non, 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 ça, ce serait de l'inhibition. Et il y a des religieux qui font ça. Puisque la véritable vie fondamentale, c'est la polarité entre l'âme et la personnalité. La vraie union divine, c'est ce qu'on appelle le mariage dans les cieux, c'est entre mon âme et moi-même. Donc c'est ça la véritable union. Le véritable but, il est là. Donc arrêtons la sexualité. Non, 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 non. L'inhibition, c'est toujours ce qu'il y a de plus mauvais. C'est certainement pas à faire. Par contre, se dire qu'on va vers ça, c'est intéressant parce qu'il y a un transfert qui s'opère. En effet, nos états de conscience passent dans le concret par ce qu'on appelle des chakras, des centres d'énergie. Et on a deux chakras qui sont en jeu par rapport à ça. On a un chakra qui s'appelle le chakra sacré, qui se trouve là au niveau du sacrum, et qui est très très en rapport avec l'énergie sexuelle, l'énergie de créativité, donc au niveau du sexe. C'est avec ça qu'on fait des enfants. Il est en correspondance directe avec un chakra qu'on appelle le chakra de la gorge, et qui lui donc se trouve à peu près ici dans la nuque, et qui lui est en rapport avec une créativité beaucoup plus subtile, une créativité mentale, artistique. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'humanité, au fur et à mesure que nous évoluons, notre créativité se transfère de plus en plus du centre sacré vers le centre de la gorge. Si bien que nous sommes de plus en plus créatifs, on le voit bien. Maintenant, tout le monde est un peu artiste, tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut chanter, tout le monde peut peindre, tout le monde peut écrire des bouquins, tout le monde peut écrire un blog et être lu par tout le monde. On arrive vraiment maintenant à une créativité de plus en plus puissante, alors qu'avant ça n'existait pas. Et du coup, c'est intéressant de dire, tiens, mais ensemble, que faisons-nous? Y a-t-il moyen de trouver une nouvelle créativité? Mais oui, mais et en couple aussi. Et comment en couple, finalement, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Comment est-ce que nous allons unir nos polarités, non plus simplement au centre sacré pour la sexualité, mais au centre de la gorge? Qu'est-ce qu'on dit ensemble? Quelles paroles on a ensemble? Quelles recherches on a ensemble? Quelle créativité? Alors par exemple, si nous avons fait des enfants par le biais du centre sacré, l'éducation
Un vrai projet éducatif vient par le centre de la gorge. Comment ensemble on met en place un projet éducatif? Mais il y a plein d'autres projets, plein d'autres choses à faire. Mais l'avenir du couple, vous voyez, il est surtout là. C'est-à-dire que la créativité sera physique éventuellement par le centre sacré, mais sera beaucoup plus subtile et apportera beaucoup plus de choses à la société justement par ce centre de la gorge. C'est la nouvelle sexualité. C'est faire l'amour par la gorge, par le centre de la gorge, et arriver ensemble à avoir des paroles, des créativités, des pensées qui finalement font aussi progresser l'ensemble parce que c'est l'union, encore une fois, de deux polarités. Voilà ce qu'on peut dire brièvement sur cette loi du sexe. L'argent, là aussi c'est très important, mais c'est quelque chose qu'on peut voir assez facilement. Comment est-ce qu'on peut donner une autre valeur à l'argent par rapport à la conscience d'ensemble? Ça paraît beaucoup plus évident. On voit combien l'argent est une énergie, c'est la densification du corps énergie de l'humanité. L'argent, c'est quelque chose qui s'organise par rapport à notre vie, à chacun d'entre nous. C'est ça qui nous permet de matérialiser nos désirs, nos besoins, nos développements, etc. Quand on est de plus en plus dans cette conscience d'ensemble, je reprends ma bascule, je suis de plus en plus dans cette conscience d'ensemble, hein, et hop, je l'amène de plus en plus face à l'argent. Au début, je me dis, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je donne des choses pour les autres. C'est vrai que j'ai tendance un peu à garder tout pour moi, il faudrait que je fasse des dons. Ça commence comme ça. L'intérêt aussi pour les autres. Mais à un moment donné, plus ça va s'accentuer, plus ça va être important, plus je vais commencer à me dire, mais il y a d'autres états d'esprit à avoir. Finalement, l'argent, c'est le moyen d'arriver à permettre à tout un chacun de se développer. Mais si je suis dans cette conscience d'ensemble, et si je suis cohérent avec moi-même, ben, il est évident qu'il faudrait absolument que l'argent profite à tout le monde, et pas simplement qu'à chacun, et qu'on arrête d'être dans un système où certains s'enrichissent de plus en plus de jour en jour, pendant que d'autres s'appauvrissent. Et donc à un moment donné, dans ma conscience, se fait jour le fait de penser aux besoins fondamentaux de tout un chacun. Quelquefois, on se dit, en regardant les comportements de société, quand même, ces gens, ils ne sont pas très très évolués, ça serait bien qu'ils évoluent un peu. Oui, mais vous voulez évoluer comment quand votre préoccupation basique concernant la sécurité, concernant la maison, concernant la nourriture, concernant l'éducation et concernant la santé n'est pas remplie? Et que tous les jours, vous vous demandez comment vous allez manger, ou comment vous allez aller chercher de l'eau, comment vous allez éviter les bombes, ou comment vous allez vous soigner, vous ne pouvez absolument penser à rien d'autre tant que ça n'est pas satisfait un minimum. Et donc on pourrait dire que par rapport à l'évolution du monde, voilà une chose qui pourrait être faite. On dit, mais ça ne dépend pas de moi, moi je ne demande pas mieux à ce que ça se passe. Ah non, apparemment ça ne dépend pas de nous, financièrement. Mais dans la pensée, oui. Plus nous pensons le monde ainsi, plus nous pensons qu'il est inadmissible qu'il n'y ait pas justement ce bonheur minimum pour tous, sans penser exactement à comment le faire, comment le réaliser, c'est pas forcément notre truc, bah, c'est sûr que ça n'ira pas. Si on est de plus en plus nombreux à le penser, ça suscitera des vocations au niveau politique et au niveau des élections. C'est quelque chose qui finira par se sentir dans quelques dizaines d'années. C'est une espèce d'évidence. Mais il faut commencer par le vouloir et le penser. Et nous-mêmes, d'ailleurs, à travers nos comportements financiers, bah, c'est quelque chose qui doit aussi se voir. Comment finalement je mets moi-même en cohérence mes idées et puis mon comportement financier. L'argent, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être, encore une fois, au service de l'ensemble. La spiritualité doit tenir compte de l'argent. Quand on dit qu'on fait de la spiritualité, mais que l'argent, ah non, l'argent, c'est ça, non, il ne faut pas s'occuper d'argent. Ça, c'est encore une fois une bascule. La balance nous dit, tenez compte des deux. Prends le temps de manger. Ah, je veux bien, mais j'ai pas de quoi. Ah, excuse-moi. Il faut s'occuper de tout. Et enfin, la justice. Là, on pourrait dire la justice, c'est un peu la clé de la balance, puisque ça pose vraiment, d'une manière synthétique, le problème des relations justes entre les polarités. Les relations justes entre l'âme et la personnalité, entre la conscience d'ensemble et le personnel. Les relations justes entre nous, les relations justes entre les peuples, les relations justes économiques, etc. Donc on pourrait dire à tous les niveaux, ce système de justice, de juste rapport, c'est cette clé de ce travail. La justice, apparemment, travaille déjà au niveau global et non pas au niveau individuel. On pourrait imaginer que la justice, finalement, c'est quelque chose qui établit des lois et que les lois sont valables pour tout le monde et non pas pour certains individus. Par conséquent, ça semblerait être déjà un peu une conscience d'ensemble appliquée au niveau des individus. Sauf que, on va s'apercevoir que la justice ou le système de loi tel qu'il est fait maintenant est remarquablement fait, et ceci depuis très longtemps, pour des peuples en conscience de masse,
en conscience enfantine, en conscience de dépendance. C'est absolument intéressant de voir que les lois sont véritablement faites comme si elles s'adressaient à des enfants. Vous savez, des enfants au très bas âge, on ne peut pas tout leur expliquer. Donc souvent, non, arrête de faire ça, touche pas ça, fais ceci, fais cela. Bon, voilà, c'est une série d'ordres, une série de lois. Les parents sont là pour poser un cadre. L'ennui, c'est que nous ne sommes plus une humanité en enfance. Et qu'on continue de nous dire ça. Et que finalement, eh bien, tout le processus légal, c'est tout ce qu'on a droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et si on fait mal, comme les enfants, on est puni. Il y a un corps qu'on appelle le corps judiciaire, qui est un grand corps de parents, de société, et qui est là pour punir tout le monde. Mettre en prison, ça sert à rien du tout. Non, non, celui qui sort de prison, c'est encore pire. Comme soit quand on ne fait que punir un gamin sans rien lui expliquer. Est-ce qu'il a compris quand il sort de sa punition? Non, non, il va recommencer. Et donc, on est vraiment dans un système de justice et de loi complètement enfantin et totalement arriéré. Ceci dit, encore extrêmement important pour tous les gens qui sont dans ce processus où ils ont besoin d'avoir des cadres, ils ont besoin d'avoir des interdits, ça c'est encore indispensable. Mais pour toute la société qui n'en est plus là, ben, il va falloir qu'on imagine autre chose. Par exemple, vous qui êtes là ce soir, si vous ne tuez pas les gens qui vous emmerdent profondément, c'est pas parce que c'est interdit. C'est même pas parce que vous avez peur de vous faire prendre. Ça va de soi parce que vous vous êtes auto-légiféré. Vous avez un système de valeurs, d'ensemble et de respect de la vie qui fait que, bah non, si vous ne gardez pas pour vous le portefeuille que vous venez de trouver, c'est pour la même raison. Vous avez un système d'éthique personnelle qui correspond à certaines valeurs humaines et qui fait que, bah non, je ne vole pas. Nous-mêmes, déjà en conscience globale, on commence à avoir un processus d'auto-légifération qui fait qu'à partir de là, on commence à avoir tout à fait une autre approche du monde des lois. Et c'est ça qui va devoir être intéressant, c'est s'inspirer de plus en plus du monde scientifique. Regardez comme quand on parle des lois scientifiques, ça ne fait pas le même effet que quand on parle des lois dans le monde légal. Comme si ce n'était pas le même mot. Pourquoi? Pourtant c'est le même mot. Parce que les lois scientifiques, ce ne sont pas des obligations, ce sont des invitations à comprendre le monde. Imaginez qu'on traite les lois scientifiques comme on traite les lois de l'État. Et on ne vous explique pas la loi de gravitation, on vous dit simplement il est interdit de sauter d'une fenêtre à partir du premier étage. Pourquoi? C'est interdit. Il est strictement interdit de mettre ses doigts dans une prise de courant. Il est strictement interdit de mettre sa main sur la flamme d'une bougie, etc., etc. Toutes les lois scientifiques, comme si on ne nous les expliquait pas, on nous dit non, non, c'est interdit. Dans l'humanité enfantine, ça marchait comme ça. Hein. Les 10 commandements, ça n'est que ça. Il est interdit de tuer, il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela. Par contre, il est obligatoire de faire ça. Pourquoi? C'est comme ça. Cherchez pas. Parce que l'humanité était encore dans son enfance. Donc incapable de comprendre peut-être beaucoup plus loin. C'était une étape nécessaire, indispensable. Mais maintenant, quand on en est maintenant à cet aspect-là, il serait peut-être temps de dire, attends, mais c'est quoi les lois? D'où l'importance justement pour arriver à une nouvelle législation, d'arriver à ce que nous-mêmes, au fur et à mesure que nous comprenons les lois fondamentales de l'univers, les lois de la société, les lois de l'âme, comment est-ce qu'on peut en amener progressivement dans un comportement? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire glisser, encore une fois, des lois globales vers les lois que nous appliquons à nous-mêmes, avant de vouloir les appliquer aux autres? Si bien qu'à tel point que si chacun finit par s'appliquer ces lois fondamentales, on arrive à cette fameuse phrase que si chacun fait son devoir d'ensemble, il n'y a plus de droit. Et peut-être connaissez-vous un grand philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant, un philosophe allemand, qui a déjà quelque temps avait émis 3 phrases fondamentales. Il disait, pour qu'on arrive à être heureux ensemble, il faudrait faire que chaque fois qu'on a une volonté, il faut faire comme si cette volonté pouvait être érigée en loi globale, en loi universelle. Si tu ne peux pas dire que c'est une loi universelle, alors c'est trop personnel, tu oublies. Deuxième loi, dans tout ce qu'on agit, il faut que partout où on agit et comme on agit, ça puisse être érigé en loi de la nature. Si ça contrevient à une loi de nature, tu oublies, tu n'agis pas comme ça. Et le troisième élément, c'est considérer chacun comme une fin et non pas comme un moyen. Réfléchissez à ces 3 points. Quand on réussit à voir que tout ce qu'on pense doit pouvoir être érigé en loi universelle, tout ce qu'on fait doit pouvoir être érigé en loi naturelle, et toute personne doit pouvoir être considérée comme une fin et non comme un moyen dont on se sert, eh bien c'est vrai que avoir ça, oui, c'est simple, 3 principes qui correspondent aux lois de la naturelle, aux lois globales, au monde dans lequel il fonctionne, c'est vrai que c'est complètement changer progressivement notre quotidien.
Et on va s'apercevoir que finalement, ce que devrait être la profession judiciaire, plutôt que d'être dans le négatif, d'être dans le pénal, d'être dans la répression, c'est d'être dans l'éducation. Qu'est-ce que font les scientifiques? Ils essaient de nous dire, écoutez, le monde fonctionne comme ça. Ah oui, ah mais ça fonctionne comme ça, on vous assure. Donc il faut que nous, si on veut être bien dans ce monde, il faut fonctionner de la même manière. Et plus on s'intéresse justement, regardez l'importance qu'a la physique quantique maintenant. Quand on nous explique ça et qu'on dit mais la matière c'est pas du tout ce que vous croyez, l'énergie c'est pas ce que vous croyez, et ça a des implications absolument fabuleuses. Et on voit comment ça passionne de plus en plus les gens, parce que c'est incroyable, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, il faudrait peut-être qu'on s'en inspire. Mais vous voyez, on ne nous dit pas faites ceci, faites cela, interdit de faire ça. On nous convoque à comprendre le monde. La véritable éducation, c'est d'essayer de comprendre de plus en plus le monde. Or, c'est intéressant aussi de voir comment la science nous a aussi trompés. Parce que c'était aussi le moment, hein, c'était aussi le moment très puissant de l'individu. Grâce à Darwin, nous a fait croire pendant un certain nombre d'années que la nature, la planète Terre, c'était un gigantesque système de combat. Le combat pour la vie, la compétition, c'est le plus fort qui l'emporte. Mais jusqu'à il y a encore peu de temps, hein, jusqu'à il y a encore 30 ans, 40 ans, on croyait dur comme fer que ça fonctionnait comme ça. Donc il fallait évidemment être le plus fort pour pouvoir l'emporter. Les scientifiques maintenant sont allés voir de beaucoup plus près, tous les biologistes, etc. C'est demi-tour. Maintenant, la règle d'or scientifique, c'est il n'y a aucune compétition, aucune agression sur Terre. Tout fonctionne dans l'interdépendance la plus complète par la coopération totale. Donc la loi, c'est la loi de la coopération. Vous voulez comment ça comprendre? Ça marche comme ça. Par exemple, même pour les produits d'entretien, on fait des bêtises. Par exemple, on veut absolument avoir du propre en tuant toutes les bactéries. Comment fait la nature? Eh bien, la nature entretient le propre grâce à des bactéries. Il faudrait que nous, on se rende compte que finalement, pour laver le linge ou pour faire des choses, il va falloir qu'on injecte des bactéries avec lesquelles on va coopérer pour avoir un certain propre, mais qui n'a rien à voir avec l'espèce de fantasme que l'on a maintenant. Et donc là encore, même dans ce niveau bactériel, la coopération est de mise à tous les niveaux. Dans notre corps, il y a des milliards de bactéries et toutes coopèrent. Et si on se met à vouloir les détruire, c'est un déséquilibre complet. Vous voyez, si on commence à enseigner ça à toutes les personnes, mais ce serait fabuleux. Donc faire comprendre à des gens, à des délinquants, faire comprendre à des personnes, les éduquer, les amener progressivement à comprendre tout ça, pour montrer que, mais non, c'est la coopération qui est la règle de la société, et que tout le monde a y gagné. C'est la coopération dans le monde économique, dans le monde social, dans le monde éducatif. La profession judiciaire deviendrait tout à fait autre. Et pour nous, parce que ça nous regarde nous au premier degré, c'est de voir comment, plus nous entrons dans la compréhension de ces lois de coopération, plus dans notre vie, nous mettons en place et nous suivons de notre plein gré d'autres lois. Et naturellement, ces lois sont quelque peu en avance par rapport aux lois de l'individu. Ça rayonne autour de nous et on fait évoluer les choses. Voilà comment, vous voyez, d'une manière très concrète, comment dans cette histoire de la balance, comment avec Hercule, on arrive progressivement à maîtriser un peu le sanglier et que de cette union polaire, on a pris 3 exemples, mais si vous regardez, la loi des polarités avec tout, ça occupe beaucoup de place dans notre vie. L'argent, je ne vous fais pas de dessin. Toutes les lois, ça concerne à peu près tout, tous nos comportements. Donc on pourrait dire que tout est là. Il n'y a rien qui échappe d'une certaine manière à sexe, argent, justice. Ces 3 terrains d'application des polarités donc, qu'ils cherchent à créer ensemble. Et en plus, on pourrait dire qu'elles ont toutes les 3 un point commun, dans le négatif comme dans le positif, c'est le pouvoir. Le pouvoir de la sexualité, c'est quelque chose d'énorme. Le pouvoir qu'a la sexualité sur les hommes et sur les femmes, mais là je parle au niveau physique, c'est fantastique. Le pouvoir ou les enjeux de pouvoir de la sexualité dans le couple. Comment là aussi, quelquefois, on se sert de la sexualité pour avoir le pouvoir ou avoir ce qu'on a envie. Le pouvoir justement de l'union polaire, le pouvoir de l'affectif, le pouvoir de l'amour, le pouvoir du désir. C'est fantastique dans l'histoire de l'humanité. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de celui qui a de l'argent, le manque de pouvoir de celui qui n'en a pas. Le pouvoir de celui qui fait les lois. Et celui qui fait les lois, il a tellement de pouvoir qu'il peut être au-dessus des lois. Ça, vous voyez, ça peut être le côté négatif. Mais l'extraordinaire pouvoir de modification de la société, si on se pose sans arrêt la question, dans notre union polaire, qu'est-ce que ça crée d'autre? À tous les niveaux de nos rencontres. Si on utilise l'argent de cette manière-là, qu'est-ce que ça crée d'autre comme société? Si on s'applique à soi-même ce type de loi, qu'est-ce que ça crée d'autre comme société? Vous voyez, à chaque fois, voir ces 3 unions polaires et voir de quelle manière, finalement, ça fait avancer les choses. Alors là, le pouvoir est complètement différent. Voilà pourquoi on pourrait dire qu'on est vraiment
dans le centaure, le pouvoir de l'animal, ou au contraire, le pouvoir d'Hercule sur le sanglier. C'est les deux façons différentes dont on peut être finalement en rapport avec ces trois aspects. Par contre, quand c'est très mal utilisé, ou d'une manière très personnelle, vous pouvez voir par exemple les élections aux États-Unis. Les deux candidats actuellement n'utilisent que ces trois points. Sexe, argent, justice. Pour vous dire à quel point c'est le pouvoir, à quel point c'est la clé du pouvoir et que mal utilisé, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Voilà quel est l'enjeu de ce 7e travail d'Hercule. Je vous propose de faire une méditation là-dessus.